bienvenue à notre 7e rencontre des gestionnaires en dépendance et en itinérance. La rencontre d'aujourd'hui porte sur la pratique dans une philosophie de réduction des méfaits et une vision holistique et sur la démocratisation des services. Aujourd'hui, avec nous, on a Dr. Marie-Ève Goyer, évidemment, directrice scientifique de notre équipe. Et on a deux invités spéciales, donc Annie Brouillette, conseillère en éthique au CIUSS du Centre-Sud de l'île de Montréal, et le Dr. Shelley-Rose Hippolyte, qui est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à la direction de santé publique du CIUSS de la capitale nationale. Juste quelques petites consignes pour le bon déroulement de la rencontre. Vous rappelez de mettre votre nom et le lieu dans quelle région vous travaillez. Vous rappelez aussi que la présentation va être enregistrée et diffusée sur notre site web, mais qu'on va retirer les périodes d'échange afin de permettre une discussion libre. Si vous souhaitez aussi poser des questions ou intervenir pendant les périodes d'échange, juste le signifier dans le chat. On a deux grands objectifs à la rencontre d'aujourd'hui, qui est une rencontre avec quand même beaucoup de contenu. D'abord, illustrer comment la philosophie de réduction des méfaits et une approche holistique peuvent s'ancrer dans la pratique auprès des personnes ayant un trouble de l'usage de substances et ou en situation de précarité, et démontrer comment les services peuvent être organisés de façon adaptée et individualisée. Donc, l'ordre du jour, donc comme je vous disais, on a une grosse rencontre aujourd'hui. On va commencer par la présentation d'un court-métrage qui s'intitule « Sans filtre » qui a été produit par l'organisme Métadame. Ensuite, on va avoir Dr. Shelley-Rose Hippolyte qui va vous présenter, faire une courte présentation sur les inégalités sociales de santé. Ensuite, on va avoir une discussion, présentation sur la philosophie de réduction des méfaits et discussion avec Dr. Goyer sur comment ces concepts-là, ces valeurs vont s'illustrer dans la pratique auprès des personnes qui ont un trouble de l'usage de substances ou en situation de précarité, suivi d'un retour avec Dr. Shelley-Rose Hippolyte sur l'adaptation des services, la démocratisation des services, comment les services peuvent être adaptés de façon flexible et individualisée. Alors, dans le fond, pour vous faire une histoire courte, puis Shelley-Rose pourra vous revenir là-dessus, ce qu'on voulait, c'est mettre le contexte avec les inégalités sociales de santé et pour qu'on comprenne un peu dans le grand contexte, le plus grand tout dans lequel on s'inscrit. C'est la première partie, comme Annie Larouche vous l'a dit, mais maintenant, on va passer à la partie avec Annie Brouillette, qui est notre conseillère en éthique, où on va vraiment aller voir comment est-ce qu'on peut illustrer la philosophie de la réduction des méfaits dans une vision holistique dans la pratique réellement. Donc, si on peut juste avancer les diapos au bon endroit, exactement, et passer à la prochaine diapo, on est désolé, vraiment. Merci Annie d'être là avec nous. Donc, moi, je serai la petite voix d'Annie pour aller un peu plus dans des exemples concrets. On peut passer à la prochaine diapo. C'est pas moi qui ai... Est-ce que c'est moi qui ai le contrôle? Je ne suis pas certaine. Annie Larouche, est-ce que c'est Annie Brouillette qui a le contrôle? Alors, pendant qu'on se dépatouille, je vous rappelle, dans le fond, ce qu'on est en train de faire avec vous aujourd'hui, c'est de repasser à travers les 10 propositions de notre guide. Et la première proposition, c'était justement d'ancrer la pratique auprès des personnes, pas nécessairement uniquement celles qui ont un trouble de l'usage des opioïdes, dans une philosophie de réduction des méfaits et une vision holistique. Prochaine diapo.
Plus concrètement, comme on l'avait vu quand on a fait le tour de nos 10 propositions, et c'est de ce dont on va parler concrètement aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes soient accueillies avec respect et considération et que des efforts soient constamment déployés afin de diminuer la stigmatisation dont elles font l'objet. On va regarder ensemble aujourd'hui justement où est-ce qu'on peut agir et quelle forme ça peut prendre. La philosophie de la réduction des méfaits guide les interventions qui visent l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Le mot qualité de vie est très, très important. On est très loin de nos indicateurs habituels. Et les personnes sont perçues dans une vision holistique et les services sont adaptés en fonction de leurs besoins. On revient toujours à ça au lieu de demander aux personnes de s'adapter à nous. Donc, je voulais juste faire un petit rappel là, des éléments clés. Ça, c'est déjà dans le guide, là, sous la proposition 1. Ce que ça peut vouloir dire pour nos équipes de soins et ce que ça peut vouloir dire pour l'organisation des services. Je ne vais pas les répéter. Je voulais juste qu'ils vous soient fraîches là, à la tête dans les prochaines diapos. Donc, on parle beaucoup d'humanisme, d'approche humanistique, d'un accueil humaniste, mais c'est quoi dans le fond? C'est le genre de mots qu'on utilise tous, mais on n'a pas nécessairement une fine compréhension de ce que ça peut vouloir dire. Donc, je voulais faire un petit rappel sur tout ce que ça peut vouloir dire. Donc, on parle d'une doctrine morale qui reconnaît à l'homme la valeur suprême. Par contre, on le sait tout à fait que chaque homme n'est pas traité de la même valeur, on dirait. Par contre, ça nous rappelle que le principe moral derrière l'humanisme, c'est la tolérance. Puis, la tolérance, ça veut aussi dire sans jugement, sans culpabilisation. On l'a entendu dans la vidéo, il y a beaucoup, nos usagers ressentent beaucoup cet aspect-là. Donc, la tolérance plus large. L'humanisme s'inscrit aussi, on a la version éthique de l'humanisme qui nous rappelle que toute décision qu'on va prendre ou toute action qu'on va mettre de l'avant doit viser celle qui va avoir les conséquences les plus grandes pour le plus grand nombre, hein, l'utilitarisme. Donc, on se concentre sur les conséquences. Là, c'est marqué pour seul critère. Bien entendu, en clinique, on ne peut pas se baser sur un seul critère, mais plutôt que de regarder la règle, la norme, l'organisation comme telle, on regarde les conséquences de chacune de nos actions pour guider notre choix. L'approche humaniste nous rappelle aussi qu'on doit vraiment porter une attention particulière à toute la souffrance humaine, hein, puis ça se traduisait beaucoup dans les propos de nos des trois hommes là, qui nous ont exprimé leur réalité et comment on doit être créatif pour tenter d'apaiser cette souffrance humaine-là. L'humanisme est aussi né, puis là, ça c'est historiquement, de la séparation de la religion et de l'État. Et c'est la consécration de la liberté de conscience pour les gens. Donc, il faut ramener cet aspect-là dans notre compréhension de l'humanisme. Puis au même titre que c'était la séparation de l'État et de la religion, ça consacrait la démocratie aussi, et donc d'accepter le partage de pouvoir. Donc, je pense que quand on regarde ces éléments-là, ça nous permet là, de garder l'essence même de l'humanisme dans chacune de nos décisions. Il y a plusieurs valeurs qui sous-tendent la proposition 1, mais on en a retenu 3 en équipe aujourd'hui pour mieux illustrer, soit celle d'autonomie. On va voir comment c'est de l'autodétermination, mais c'est la rencontre de 2 expertises. L'équité, qui vise à se préoccuper de l'individu devant nous, mais aussi des barrières auxquelles il est confronté, et la sécurité, où on va regarder tout le continuum que ça peut représenter. L'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? En fait, bon, on le sait, chacun d'entre nous, on a l'opportunité de penser, de décider, d'agir selon ce qu'on veut faire de notre vie. Ça implique donc une notion de pouvoir sur sa vie. Puis là, on n'a pas eu la chance d'avoir la présentation chez les Roses, mais qui nous aurait démontré comment, pour plusieurs de nos usagers, cette notion de pouvoir sur leur vie, elle est plus restreinte comparée à d'autres. Mais souvent, les gens vont dire, oui, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Effectivement, il y a une notion de relationnalité dans l'autonomie. On peut prendre des décisions, mais au sein d'une communauté, au sein de ce qui est plus large que nous. Puis on va le voir dans les limites de l'autonomie plus tard. Donc, pour être autonome, ça exige 2 capacités.
d'avoir des désirs, des souhaits, de vouloir mettre quelque chose en action. Souvent, il peut y avoir des contradictions. Hein, on le sait nous-mêmes, on a souvent à choisir entre deux désirs. Et ce qui veut dire qu'on doit être capable de l'évaluer et de prioriser lequel on veut mettre de l'avant. Et c'est là que nos équipes de soins doivent entrer en jeu et vraiment jouer leur rôle par rapport à soutenir notre usager, à évaluer et à prioriser. Pour s'actualiser, bien sûr, l'autonomie demande qu'on sache quelles sont nos possibilités et qu'on ait au moins un minimum de capacité ou en tout cas que l'environnement autour de nous ne soit pas parsemé d'embûches qui font qu'on ne pourra même pas les mettre de l'avant, nos possibilités. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le soutien des équipes à prioriser, à évaluer et prioriser, ça s'insère dans notre devoir en tant que clinicien de soutenir notre usager, à se rendre à un consentement qui va être libre, qui va être le plus éclairé possible, et ce, en continu. Ce qui implique, dans le fond, d'être informé, d'avoir droit à la vérité. Des fois, on se dit « Ah, mais si je lui dis tout ça, il ne sera pas capable de le prendre. » Mais non, il a le droit à la vérité. Tout est dans le comment on va lui donner, de façon à l'aider à ce qu'il puisse arriver à sa propre décision avec tous les renseignements, tout ce qui est pertinent à sa décision. Mais au final de ça, si notre processus était adéquat, puis qu'on se doit de considérer que la personne devant nous, elle est apte, elle est capable de faire le choix qu'elle veut mettre de l'avant, mais on va devoir appuyer cette décision-là, même si, selon nous, ce n'est pas la meilleure des décisions. Et c'est ça, respecter l'autonomie de notre usager. Donc, c'est un rappel de dire qu'un consentement, c'est vraiment la rencontre de deux compétences, hein, l'usager avec sa compétence, ce qu'il veut faire de sa vie, ce qu'il connaît de sa vie, ce qui convient à sa vie, la compétence clinique du clinicien qui est avec lui. Mais ça implique donc la rencontre de ces deux compétences-là. Et moi, souvent, je dis, c'est comme une partie de ping-pong ou de tennis. Le clinicien envoie une part d'informations, l'usager lui retourne ce qu'il en comprend, ce que ça veut dire pour sa vie, où est-ce que ça achoppe. Le clinicien lui retourne la balle et c'est un échange comme ça jusqu'à ce qu'on en vienne à une compréhension commune et acceptable. Donc, ça implique de partager le pouvoir décisionnel, de reconnaître que chacun est responsable de soi, et d'abandonner une portion du pouvoir décisionnel pour le clinicien très souvent. Et ça, c'est probablement la partie juridique ou gestion du consentement. Mais au-delà de ça, il y a tout l'aspect, il faut réaliser qu'il y a un déséquilibre d'information dans toute relation. Hein? Puis on a beau dire l'usager arrive avec sa compétence, le clinicien aussi. Le clinicien a quand même la compétence de toute l'organisation des services, de tout le processus juridique et clinique. Donc, à quelque part, ça implique le devoir de s'approprier et de développer l'expertise de conseiller quelqu'un. Et c'est là que l'éthique et le clinique jouent énormément. Donc, il y a juste 3 petites phrases. Je ne veux pas toutes les lire, mais vous les avez, étant donné que vous avez reçu le PowerPoint, juste de se rappeler que quand on prend une décision, chacun d'entre nous, c'est selon ce qui compte à nos yeux, mais aussi tout l'apprentissage d'une vie, hein, les engagements qu'on a pris, les différentes expériences qu'on a eues. Donc, pour nos usagers, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on a un certain pouvoir et qu'on n'a pas trop d'embûches devant nous. Donc, de prendre une décision puis d'avoir un consentement libre et éclairé, ce n'est pas une archi-responsabilisation des personnes. Ce n'est pas de dire, ben voilà, je t'ai donné de l'information, puis ça te concerne. Ça veut aussi dire de prendre en compte que le système n'est pas adapté toujours aux besoins des personnes et qu'on doit dans ces cas-là, soutenir nos usagers, même pour qu'ils puissent s'approprier un certain pouvoir décisionnel. Rapidement, donc, c'est vraiment de respecter l'autonomie d'une personne. Ce n'est pas de lui garrocher de l'information et de ne pas le soutenir, mais c'est plutôt de l'aider à aller au bout de lui-même en soutenant son consentement. Et bien sûr, de se rappeler qu'on a quand même des obligations comme clinicien face à un usager qui ne serait pas capable, soit temporairement ou de façon plus permanente, à prendre une décision éclairée face à une inaptitude ou lorsqu'il brime l'autonomie des autres ou engendre un risque pour sa sécurité ou celle des autres ou une charge injuste. Bien sûr que là, le clinicien devra peut-être outrepasser une autonomie, mais ça, c'est au prix de... C'est suite à un effort et beaucoup de soutien face à son consentement. Et bien sûr, on l'a vu là, durant la pandémie, le bien-être collectif peut souvent être priorisé contrairement à l'autonomie.
Et pour faire du pouce sur ce que tu dis, Annie, en fait, la question qui tue, c'est comment est-ce qu'on peut favoriser un processus visant le plus d'autonomie possible de nos usagers, spécifiquement les gens qui ont très peu de voix, qui sont en situation de précarité ou qui vont des fois tenter de dire ce qu'ils ont à dire, mais qui ne connaissent pas les manières standards, qui ne remplissent pas des petites fiches de satisfaction client. Donc, comment est-ce qu'on peut, à chacun des endroits où on est en interface avec des personnes, s'assurer qu'on est en consultation constante puis qu'on ne pousse pas trop notre appareil du réseau de la santé toujours dans la gorge. Oui, mais c'est comme ça ici, nous, c'est ça nos heures d'ouverture. Oui, mais nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, mais nous, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Oui, mais est-ce la bonne chose? Est-ce que c'est ça le besoin? Je pense que c'est une grande question. Il existe plusieurs formes et c'est un peu aussi, on va y revenir tout à l'heure, ce qu'on souhaite faire avec notre démarche du projet Barrière, où on est là pour soutenir cette réflexion-là dans les équipes. Mais il y a aussi le comment. Comment on s'assure du respect de l'autonomie et d'un consentement, comme tu le disais. Attention à un consentement, c'est pas juste avoir lu une feuille. Le patient est en sevrage, où il est complètement sédationné. Est-ce qu'on a vraiment un consentement à ce moment-là? C'est pas parce qu'on a fait notre checklist qu'on est vraiment dans opérationnellement que ça a fonctionné. Et spécifiquement en TAO, là, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est sûr que un patient qui est en sevrage, si on le fait passer à travers nos diverses étapes, c'est très, très lourd et le patient n'a pas de réel pouvoir. Et même des fois, il va nous dire tout ce qu'on veut entendre juste parce qu'il sait que s'il ne dit pas la bonne affaire, il n'y aura pas sa prescription. Et donc, de là, l'importance, entre autres, de gérer le sevrage rapidement, de commencer le traitement rapidement, puis ensuite de s'assurer qu'on fait les étapes et de morceler, entre autres, nos consentements, nos formes d'évaluation. On l'a vu beaucoup, on a au Québec des évaluations assez fastidieuses et les gens savent très bien que s'ils refusent l'évaluation, où ils ne veulent pas tout dire parce qu'ils ne sont pas bien, c'est trop long pour eux, bien, ils n'auront pas accès aux soins. Donc, ce n'est pas un vrai respect de l'autonomie des patients. Puis l'objectif, dans le fond, c'est quand même de leur donner des soins à ces personnes-là. Donc, comment est-ce qu'on peut revoir ça, s'assurer d'avoir de la bonne information qu'on a besoin pour bien prendre soin de cette personne-là, mais de faire toujours attention de ne pas imposer à la personne nos outils ou notre façon de faire. L'autre chose que je veux donner comme exemple, c'est l'hospitalisation. Vous savez tous comme moi que ça se passe habituellement pas super bien pour nos personnes en situation de précarité. Et tu l'as bien nommé, il n'y a plus beaucoup d'autonomie à l'hôpital. Que vous soyez un patient qui consomme ou pas, là, tous ceux d'entre vous qui ont été hospitalisés, vous voyez comment l'autonomie est brimée beaucoup dans un système hospitalier. Mais là aussi, il y aurait une réflexion de dire oui, il y a nos contraintes comme hôpital, puis nos normes, puis nos préventions de l'infection. Il y a les besoins de la personne, puis il y a cette notion-là de tolérance ou d'adaptabilité, jusqu'où on est capable d'aller dans le fond, un discours commun, puis une conversation. Je pense que c'est un des messages clés aussi. Souvent, dans la conversation, on va trouver une négociation qui a du sens pour la personne, mais encore faut-il pouvoir la voir puis nommer chacun de notre côté nos enjeux, nos contraintes. On sort de beaucoup d'années de paternalisme, spécifiquement en TAO. C'est ça la molécule que je vais te prescrire, c'est ça le choix, tu n'as pas d'autre choix. Ici, le numéro 1, nous, ce qu'on donne, c'est ça. Puis si tu n'es pas content, ben ça finit là. On en sort, heureusement. Je pense que la crise des surdoses, la contamination du marché illicite nous a obligés là, à manger nos croûtes un petit peu plus rapidement. Mais juste pour nous montrer cette tension-là, puis ça a été très bien nommé dans le film, les patients, si on fait des tests urinaires, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ci, pas faire ça, bien, ils vont être obligés de nous mentir. Et ça brise la relation. Donc, comment est-ce qu'on peut garder ouverte cette conversation-là en nommant de chacun des côtés nos limitations, mais c'est une prémisse dans le fond. Quand on sent qu'on est autonome et on est respecté dans notre autonomie, c'est une prémisse à une relation thérapeutique qui fonctionne.
Tu as nommé aussi, et puis après je te laisse continuer, tu as nommé aussi, par contre, je trouve que dans nos personnes en situation d'itinérance, en dépendance, ce qu'on on rencontre souvent comme équipe, qui est très, très lourd à porter, c'est quand est-ce qu'on met fin à l'autonomie de quelqu'un? Quand est-ce qu'on voit une personne, hein, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quand même, il y a des portions de maladie. Et il y a des personnes qui deviennent vraiment très en danger pour elles-mêmes ou pour les autres. Mais pour soi-même, là, si la personne n'est pas suicidaire, là, quand est-ce qu'on met fin à l'autonomie et qu'on dit, là, tu es trop en danger, tu te laisses trop aller, nous, on n'est plus confortable. Et ça, c'est quand même vraiment très, très dur. Donc, on a une patiente qu'on a eue qui était en train de perdre très jeune la vue, l'ouïe, d'une grosse maladie, elle n'en prenait pas, elle ne faisait pas ses soins, mais elle n'était pas suicidaire. Mais on voyait cette personne-là se dégrader et impacter pour le reste de sa vie, sa qualité de vie. Et il y a eu un moment où on a fait plein d'essais pour garder son autonomie et elle nous a démontré qu'elle se mettait trop en danger. Il a fallu aller contre son gré pour s'assurer qu'elle ait des soins. Et cette personne-là a très, très bien évolué, va beaucoup mieux maintenant, mais c'est quand même une décision très, très lourde à prendre de décider d'aller contre l'autonomie. Et lourde de conséquences aussi. Mm-hmm. Il y avait peut-être est-ce qu'il y a une question, Lucie? Je pense que tu avais ouvert ta caméra. Est-ce que tu avais une question ou ça va? Fais-nous coucou, en tout cas, s'il y a quoi que ce soit dans le chat ou lever la main. Je te laisse aller, Annie. Okay, j'ai changé la diapo peut-être un peu trop vite. Là. Si tu avais d'autres choses à dire, vas-y. Non? L'équité, donc la deuxième valeur qu'on voulait explorer, souvent, moi, je trouve que l'équité, c'est la justice parfaite. Hein? C'est comme, on dit que c'est les deux doigts d'une main, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus le raffinement de la justice, parce que c'est la justice qui va regarder les circonstances particulières, le cas devant nous, puis qui va être capable d'analyser puis de dire, ah, lui, là, il subit un préjudice à cause de nos règles ou à cause de la façon dont on fonctionne. Puis ces règles-là, elles sont mises pour le bien de tout le monde, pour justement qu'on optimise tous nos services et qu'on s'assure de donner à chacun son dû. Mais à travers ça, il y en a qui sont impactés. Alors, on se dit, OK, qu'est-ce que cette règle-là ou cette loi-là, elle visait pour tout le monde et comment je peux m'adapter pour que l'individu qui est devant moi, qui a un préjudice par rapport à cette loi-là, soit traité égalitairement par rapport aux autres. Donc, le but, ce n'est pas d'éliminer les inégalités naturelles, quoique ce serait notre souhait, là, bien sûr, mais c'est plutôt de faire un effort pour identifier puis corriger les injustices qui sont produites socialement, culturellement, politiquement, peu importe, et donc de tenter de remédier puis d'être créatif, de remédier aux inégalités sociales. Donc, en résumé, l'équité, ce qu'elle dit, c'est qu'on regarde l'individu, on se soucie de la personne devant nous, puis on corrige ce que toutes nos règles peuvent entraîner d'injustices concrètes et plus particulièrement ici, tout ce qui souvent a trait à la stigmatisation et qui va vraiment court-circuiter certaines de nos interventions avec certains usagers. Donc, la justice, c'est comme la distribution puis l'attribution de nos ressources, mais de façon plus globale dans son ensemble, alors que l'équité va se concentrer sur chacun de nos individus qui sont devant nous. Moi, ce que j'aime bien, Annie, aussi de choses que tu nous as déjà dites et écrites, c'est, et je nous invite vraiment à faire attention, effectivement, on mélange beaucoup égalité, tout le monde devrait recevoir les mêmes soins, tout le monde au Québec, c'est un droit à la santé, donc tout le monde a le droit à la même chose. Le droit, il n'est pas à bonne place, ou en tout cas, l'égalité n'est pas à bonne place. Ce qu'on veut, c'est une égalité dans le résultat. Oui. Donc, tout le monde a le même produit fini. Pour arriver au même produit fini, ça prend des moyens différents. On a cru bon de vous en parler parce que si vous desservez des personnes en situation de précarité, vous allez avoir à défendre le principe d'équité tout le temps. Parce qu'on va vous dire, mais pourquoi vous voyez moins de patients? Pourquoi votre ratio d'intervenants-patients n'est pas le même, vous n'êtes pas performant comme les autres. Comment ça se fait que ça vous prend plus de staff? Comment ça se fait que
Bien, parce que nos patients n'ont pas les mêmes besoins. Ils sont plus complexes, ils sont comorbides. On a des problématiques santé mentale, santé physique, dépendance, itinérance, alouette, vous le savez. Et donc, bien sûr que ça ne prend pas la même infrastructure. Et bien sûr que vous allez avoir l'air moins performant si on vous compare à des services réguliers ou des gens qui voient monsieur, madame, tout le monde. Mais l'objectif, c'est justement d'en mettre plus pour arriver au même outcome. Et si on regarde la diapo prochaine, c'est aussi une illustration qu'on a voulu conceptualiser, là. En santé mentale, vous allez voir beaucoup de graphiques comme ça. Et dans notre guide, donc, ce qu'on a voulu vous montrer, en d'autres mots, dans votre organisation des services, c'est que plus votre usager est en situation de précarité vers la droite, bien, plus on devrait augmenter l'intensité du soutien requis. Plus d'intervenants dans la proximité, des ratios différents et aussi une intégration des services sur place. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui est capable de faire 5 spécialistes pour ces 5 problématiques de santé mentale, aller traiter son VIH, son hépatite C ailleurs, puis aller voir son pneumologue pour son MPOC puis son diabète. Plus vous allez être dans le sommet droit de la flèche, plus il va falloir viser des modèles d'organisation de style one-stop shop. Donc, le tout inclus, là, comme je dis souvent, du réseau de la santé, et c'est le principe d'équité qui est à la base de cette recommandation-là. Mais aussi, l'autre découlant de ce principe d'équité-là, c'est, vous allez voir que spontanément, comme réseau de la santé, et même dans les équipes pour lesquelles vous travaillez, il y a vraiment une tendance normale à aller vers le one size fits all. Ici, nos heures d'ouverture, c'est comme ça. Ici, quand un patient ne se présente pas, on fait comme ça. Ici, quand un patient fait tel comportement, on fait comme ça. Attention à ça, c'est un indicateur ici qu'on tente d'être dans l'égalité. Et bien sûr, ça prend des règles. Bien sûr, ça prend un cadre pour votre équipe, mais il faut garder ce souci-là d'équité, d'individualisation pour être sûr qu'on fait l'intervention appropriée aux besoins et à la réalité de la personne. Ça a l'air niaiseux dit comme ça, mais c'est pour vous montrer comment les principes éthiques sont en la base vraiment de comment on va réfléchir notre organisation de service, mais même notre philosophie d'intervention dans le service où est-ce qu'on va travailler. Je te repasse la parole. Dernière valeur qu'on voulait regarder avec vous aujourd'hui, c'est la valeur de sécurité. Et là, j'apporterai la nuance, on peut être en sécurité et on peut se sentir en sécurité, ce qui sont deux choses qui peuvent être diamétralement opposées. Hein? Donc, je vous appelle à vous rappeler de ces éléments-là lorsque vous fondez vos services. Donc, pour comprendre un peu la valeur, j'ai dit, je vais aller chercher une définition là, qui est globale, mais qui quand même peut nous dire des éléments, qui fait ressortir des éléments importants. Donc, on dit état où les dangers et les conditions qui peuvent provoquer des dommages, que ce soit physiques, psychologiques ou matériels, sont contrôlés. Alors, j'apporterai votre attention, ne sont pas absents, sont contrôlés. Donc, ils sont là. Ça appelle à des mesures de mitigation, ça appelle à un réseau, un filet, une modification de comment on donne le service, peu importe. Donc, ils sont contrôlés de manière à préserver la santé et le bien-être des individus. Et là, on ne parle pas de leur vie seulement, hein? On parle de leur santé et de leur bien-être, tant des individus que de la communauté. Donc, déjà là, même si c'est une définition un peu sèche, on a quand même des éléments intéressants. Donc, comme je vous disais, on peut se sentir ou être en sécurité. Donc, ce n'est pas seulement objectif. Puis ça aussi, ça peut nous guider quand on est en train d'évaluer la situation devant nous. Est-ce que, objectivement, il y a un risque réel? À quel niveau? Mais aussi, comment est-ce que moi, comme intervenant, je me sens en sécurité? Comment est-ce que la communauté, comment est-ce que l'usager se sent en sécurité? Donc, subjectivement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je voudrais aussi apporter votre attention à la notion de dignité du risque. Hein? Vous et moi, on peut partir une fin de semaine puis prendre tous les risques qu'on veut. Et ça peut être de diverses façons. Et il n'y a pas personne qui va se mettre devant nous pour dire « Ah non, 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 tu ne devrais pas prendre ce risque-là. »
Donc, ça fait partie d'être autonome que de pouvoir jouer avec notre risque. Et le fait d'empêcher quelqu'un de gérer ses risques ou de prendre certains risques, c'est une atteinte directe à sa dignité. Trois phrases clés qui, je crois, peuvent aussi nous guider lorsqu'on est en intervention ou en développement de service. C'est de se rappeler que de supprimer tous les risques, c'est rarement là, une manière adéquate de répondre aux besoins. Puis là, c'est marqué peut-être une manière inadéquate. Moi, je dirais n'est jamais une manière adéquate là, que de supprimer tous les risques. À vouloir tout supprimer, on supprime la vie aussi, hein, donc il faut toujours balancer ces éléments-là. Rappeler la définition vague qui nous dit que d'être en sécurité, c'est lorsqu'on est dans une situation dans laquelle l'ensemble des risques, donc pas pris séparément, encore là, comment est-ce qu'on peut être créatif en équipe pour, avec certaines mesures de mitigation, jouer sur l'ensemble des risques. Puis sur les risques prévisibles, puis j'ajouterais qui sont réels aussi, là, et lorsque tout ça est acceptable. Donc, encore là, on n'est pas dans la perfection, on est dans l'acceptabilité. Puis l'acceptabilité pour qui, vous me direz, mais ça va être du domaine de Marie-Ève tout à l'heure. Et le dernier élément que j'amène, c'est que d'être en sécurité, c'est d'être confiant et tranquille. Donc, c'est un sentiment qu'on peut avoir qui peut être bien ou mal fondé. Et là, c'est là qu'on peut peut-être jouer quand on parle du caractère éclairé d'un consentement. Comment est-ce que ce sentiment de sécurité pour l'usager, il est, ou pour la communauté autour, ou pour l'équipe d'intervention, est-ce qu'il est réellement fondé, ce sentiment-là, ou pas? Donc, on peut explorer à ce niveau-là. Je pense qu'un des concepts clés pour toutes les équipes qui vont travailler avec des populations vulnérables, c'est cette notion-là de risque, de gestion du risque. Et pour tous vous qui êtes là avec nous aujourd'hui, qui accompagnez ces équipes-là, qui en faites partie, qui travaillez, ça va être quelque chose que vous allez devoir gérer constamment, la complexité que vos équipes vont avoir avec le fait que le risque zéro, comme Annie l'a dit, n'existe pas. Vous allez être là-dedans constamment. Et je pense que, effectivement, une des choses où on impacte beaucoup l'autonomie de la personne, c'est quand on décide de gérer notre risque à nous. Et ce risque à nous-là, je ne veux pas prescrire ça, je ne suis pas sûre, ça fait 2-3 jours que je n'ai pas vu le patient, je vais couper de 40 sa méthadone, comme on voyait dans le film. Des fois, c'est une façon de gérer notre risque médico-légal à nous, mais pas nécessairement de gérer le risque à la personne, voire même ça augmente le risque à la personne. Donc, même quand vous allez recevoir ces questions-là de vos équipes, vous avez à vous demander, on parle du risque de qui? Notre inconfort à nous, nos risques médico-légaux à nous ou les risques qu'on impose à la personne. Et s'il y a une chose que vous pouvez faire pour soutenir vos équipes, c'est vraiment justement d'être plutôt dans une notion de balance entre toujours les bienfaits, c'est quoi les bienfaits qu'on anticipe si on fait cette intervention-là, puis c'est quoi les risques, comment on les pèse, puis comment on prend la décision, puis idéalement on prend la décision avec la personne quand c'est possible. Encore une fois, ça a l'air tout simple, mais ces notions-là de sécurité, de gestion du risque, c'est des notions core de l'intervention auprès des populations les plus vulnérables et ça a un impact majeur sur comment on organise nos services puis comment on décide de faire notre prestation de service. Mais l'autre chose que je voudrais dire au niveau de la sécurité, et pour ceux qui m'ont déjà entendu, vous allez commencer à trouver que je radote, je m'en excuse, mais il y a une chose qu'on peut faire très, très simple, parce que des fois, le danger quand on présente tous ces concepts-là, c'est qu'on vous assomme puis que vous ne sentiez plus par où on peut commencer. Mais une chose très, très simple et très, très payante, c'est décrit partout dans la littérature, visons une sécurité à l'accueil de la personne. Quand elle rentre chez nous pour une première fois ou pour une 100e fois, qu'elle se sente bienvenue et comment est-ce qu'on peut, par des petites mesures, adapter notre salle d'attente pour que ça soit chaleureux, qu'elle soit reçue par un intervenant qui dit bonjour avec un sourire. Regardez le nombre de fois que les personnes qui rentrent dans vos équipes sont reçues avec un bonjour, bienvenue, puis un sourire. Je pense qu'on n'est même pas à 10% dans le réseau actuellement. On oublie ça et on est dans des populations hyper vulnérables chez qui la sécurité
voire même le jugement sur eux. La perte de valeur sont des enjeux constants. Donc, juste ça, ça fait un changement des fois entre une personne qui va revirer de bord puis qui va s'en aller, versus qui va s'asseoir tranquillement. On a vraiment des choses très, très simples qu'on peut faire dans l'adaptation des milieux physiques, mais aussi, je dirais, de ne pas négliger le langage. Souvent, les patients ne nous comprennent pas, même quand on parle la même langue. Donc là, je ne vous parle même pas quand on est dans une autre langue, mais bien sûr, dépendant où vous travaillez, d'avoir au moins dans la salle d'attente des affiches dans plusieurs langues, une capacité d'avoir de la traduction si c'est nécessaire, que les gens puissent reconnaître des fois visuellement. Et cette notion de sécurité-là appelle aussi beaucoup une des choses qu'on a mis dans nos 10 recommandations, qui est une pratique qu'on voit beaucoup dans l'ouest du pays en dépendance, qu'on a très, très peu implanté ici, qui est le Trauma Informed Care. Dans le Trauma Informed Care, l'approche basée sur les traumatismes, quand même, qui a été déployée, entre autres, en itinérance ici au Centre-Sud, il y a vraiment aussi de laisser à la personne le contrôle de ce qu'elle veut dire, de la vitesse à laquelle elle veut dire. Donc, attention à justement la tentation d'aller dans nos grandes évaluations dans longueur si la personne n'est pas prête et qu'elle va se révéler au fur et à mesure qu'elle sente qu'elle fait partie prenante de la chose. Donc, pour ne pas continuer à répéter le trauma de nos personnes. Et je pense à toutes les personnes qui consomment, qui ont été reçues avec une brique et un fanal dans les urgences, dans les hôpitaux et tout ça. Donc, on participe, dans le fond, à reperpétuer ce trauma-là. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer, justement, qu'avec les mots, avec le fractionnement de l'intervention, s'il le faut, avec de demander à l'autre s'il est prêt, est-ce qu'on peut parler de ça? Donc, juste demander ce qu'on peut en parler. Ce sont plein de choses qui peuvent faire en sorte que la personne va se sentir en sécurité et qu'on va avoir accès tranquillement aux autres couches, mais de ne pas forcer la note en ce sens. Donc, peut-être, je voulais juste revoir tout ce qu'on a vu dans la dernière demi-heure, quand on est face à un usager et on se dit, est-ce que j'acquiesce à cette demande-là? Est-ce que je choisis cette intervention-là? Est-ce que j'approuve? Et là, la question à se demander, est-ce qu'on va la refuser parce qu'on n'est pas d'accord avec son choix ou on pense que ce n'est pas le meilleur choix ou au contraire parce qu'on considère qu'il n'est pas sécuritaire ou là, on va, comme disait Marie-Ève tout à l'heure, devoir se rendre à ce qui est peut-être la décision ultime, mais assez difficile et lourde de conséquences de retirer l'autonomie décisionnelle de notre usager. Fait que quand on regarde au niveau de l'humanisme, il peut justifier un choix comme l'autre. De refuser parce qu'on n'est pas d'accord, bien, c'est vraiment aller à l'encontre de l'aspect de tolérance qui est derrière l'humanisme, le respect de la liberté de conscience, et aussi des conséquences que ça va avoir, parce que de refuser quelqu'un qui est apte va avoir d'énormes conséquences. Donc, la balance des torts et des bienfaits ne sera probablement pas avantageuse. Toute la notion d'autonomie et de pouvoir de l'humain sur lui-même, la responsabilité du soi nous rappelle qu'on ne pourrait pas outrepasser. Et en termes d'équité, on n'est clairement pas en train de corriger des injustices, on est probablement en train d'en perpétuer certaines. Alors que si, au contraire, après une évaluation le plus rigoureuse possible et objective possible, on se dit non, définitivement, cet usager-là, il est temporairement incapable ou il perd pied ou il n'est pas sécuritaire, bien, l'humanisme aussi va nous demander d'aller le protéger ou d'aller le soutenir temporairement parce que les conséquences vont être désastreuses et vont être beaucoup plus négatives que positives. Face à la souffrance humaine, oui, on se doit d'être créatif pour la diminuer, mais on doit aussi, à un moment donné, y mettre fin lorsqu'il y a une autodestruction à quelque part. Et le partage des pouvoirs ne veut pas dire qu'on abandonne notre pouvoir, mais on assume la portion du pouvoir qui nous appartient en tant que soignant. Au niveau de la sécurité, bien sûr, on va penser aux conséquences pour l'usager, mais aussi pour les autres. Un usager qui a perdu pied peut porter des gestes qui vont être lourds de conséquences, bien sûr. Et au niveau de l'autonomie, bien, on le sait, un usager qui n'est pas, n'est pas apte
temporairement ou de façon permanente toujours, ou encore qui risquent de porter atteinte à l'autonomie des autres ou à leur sécurité, on a en tant que clinicien ce devoir-là. Donc, tout ce qu'on a vu peut nous amener d'un côté ou de l'autre, mais au moins on a d'autres choses à regarder pour rationaliser notre décision. Marie-Ève, t'avais-tu autre chose à ajouter? Je voulais juste ajouter la question qui tue en dépendance et en itinérance, c'est où la ligne entre c'est hors norme, puis moi je ferais pas ça, et on n'est plus sécuritaire. C'est quoi être pas sécuritaire quand tu es un utilisateur de drogue par injection? Quand est-ce que c'est assez? Quand est-ce que, et ça c'est très, très difficile parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Il y a plein de variables qui font en sorte qu'on doit prendre des fois action. Mais c'est sûr qu'on vit en marge. Les équipes sont aussi en marge. Ce n'est pas juste les usagers. Les équipes ont à prendre des décisions qui ne sont pas balisées comme quelqu'un qui dit « je vais me suicider » ou « je vais aller sortir mon gun puis je vais tirer sur tout le monde ». C'est assez clair ce qu'on a à faire. Là, on est dans une fine ligne mince où des fois, il faut s'adapter, il faut respecter l'autonomie, puis des fois, il faut dire c'est trop. Par bienveillance et amour pour toi, ici, moi, on s'arrête et on souhaite te protéger contre cette autodestruction-là, mais elle est où la ligne là, où on balance? C'est pas toujours facile à trouver. Non, puis à chaque heure de la journée, la ligne peut se déplacer en plus. Donc, voilà. Alors, on peut passer à la période de questions, si tu veux, Annie, dans 2-3 diapos. Donc, est-ce qu'il y avait... c'est sûr qu'on est sur des termes très, très... on est très, très de haut niveau. Mais ce qu'on voulait, c'est vraiment juste se rappeler aussi collectivement les bases éthiques de l'intervention auprès de nos populations, mais aussi du pourquoi. Puis aussi peut-être vous dire qu'effectivement, quand ça achoppe, quand vous avez de la misère avec votre institution à faire bouger les choses ou quand dans vos équipes vous rencontrez des nœuds, probablement qu'on est en train de tourner autour de ces enjeux-là. Donc, ça vaut la peine de les avoir en tête et sous la main pour pouvoir s'assurer qu'on y réfléchit de façon un petit peu plus macro pour se sortir la tête de l'eau quand on a des décisions. De la situation un petit peu des fois aussi. Oui. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Ça peut être ouvrez votre caméra, votre micro dans le chat. Ça va nous faire plaisir. Alors, écoutez, désolée pour tout ça. Alors, je reprends où on en était, dans le fond, avec le film qu'on a vu. Donc, Nicolas, Alexis, Sébastien, on se disait que malgré que ces 3 personnes différentes, elles ont, ces 3 personnes-là, des enjeux communs d'accessibilité aux services de santé. Et lorsqu'on regarde plus largement, on se rend compte qu'ils ne sont pas les seuls. En fait, d'autres personnes aussi rencontrent les mêmes enjeux. Donc, des personnes en situation d'itinérance, en dynamique de prostitution. Plus largement, les personnes aussi en situation de pauvreté. On parle aussi des personnes immigrantes, réfugiées, des personnes d'origine autochtone, des personnes qui ont limitations fonctionnelles physiques ou intellectuelles, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale importants et des personnes qui font partie de la diversité sexuelle. Ces personnes-là rencontrent aussi des problèmes, des enjeux liés à l'accessibilité aux services et plus largement, tous ces personnes-là font partie des groupes qu'on dit les plus touchés par les inégalités sociales de santé. Et c'est sur ce thème-là des inégalités sociales de santé que j'aimerais vous amener, en tout cas j'espère, on verra bien dans les 15 prochaines minutes. Alors là, je vous demande simplement de vous laisser porter, évidemment, si la connexion Internet nous le permet aussi, là, pour les 15 prochaines minutes, pour vous introduire à ce concept. Alors, on dit qu'on vit dans des sociétés avancées, on en est souvent fiers parce qu'on n'a jamais atteint une productivité telle. On assiste au développement des sciences et technologies de manière fulgurante et la richesse mondiale n'a jamais autant été aussi importante. Mais malgré tout ce qu'elles possèdent, nos sociétés avancées modernes, il y a quelque chose qu'elles n'ont pas réussi à faire encore. C'est faire en sorte que les bénéfices engendrés profitent à tous. Et à l'heure d'aujourd'hui, on estime qu'à peu près 35% de la population vit sous le seuil de la pauvreté ou tout proche. Comment c'est possible? Mais en fait, quand on regarde la répartition de la richesse mondiale, il y a quelques années, on parlait du 10%. Donc, on disait les 10% les plus fortunés, ça c'est en 2012, possédaient 86% des richesses mondiales. Mais la richesse a tellement tendance à se concentrer que
plus récemment, on parle du 1 %. Et en 2015, on a atteint le cap du 1 % de la population qui détient autant que le reste de la population dans le monde. Et la richesse se concentre tellement que maintenant, on parle en termes d'individus. On estime que 26 % des personnes les plus riches dans le monde détiennent autant que la moitié de la population mondiale. Et ceci, ça a des répercussions sur la santé. Et on en est assez conscient quand même à l'échelle mondiale. On sait qu'il y a des écarts d'espérance de vie de plus de 30 ans en différents pays, comme si on compare le Canada, par exemple, en Sierra Leone, qui est un pays en Afrique. On en est aussi conscient à l'échelle canadienne. On sait que l'espérance de vie des Canadiens comparée aux Inuits, il y a un écart d'à peu près entre 12 à 14 ans d'écart d'espérance de vie pour des populations qui vivent dans le même pays. On en est peut-être un petit peu moins conscient aux échelles plus petites dans nos villes, que ce soit à Montréal, Québec ou partout ailleurs dans la province. Mais ça existe aussi. Et pour vous illustrer un petit peu ce qu'on veut dire, je vous présente 2-3 données de la capitale nationale. Ici, on a voulu comparer la mortalité prématurée. C'est la mortalité avant 75 ans. On a voulu regarder, en fait, comparer les territoires favorisés en bleu avec les territoires défavorisés. Le chiffre importe peu, mais ce qu'on regarde, ce qu'on remarque, c'est que la mortalité prématurée est plus élevée dans les territoires défavorisés pour les hommes et pour les femmes. Et lorsqu'on regarde selon des causes de mortalité plus précises, ici, c'est les mortalités selon 5 causes différentes pour les hommes, que ce soit par mortalité par l'appareil digestif, par les traumatismes, par l'appareil respiratoire, par les maladies cardiovasculaires ou par les cancers. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que peu importe la cause, les taux de mortalité sont toujours plus élevés dans les territoires défavorisés. On vous présente pour les hommes, mais c'est la même chose pour les femmes. Et en fait, on se rend compte que les résidents et les résidentes dans notre ville, mais ça peut être dans d'autres villes au Québec, ne sont pas égaux face à la mort. Et non seulement ils ne sont pas égaux face à la mort, mais ils ne le sont pas dès la naissance, parce que lorsqu'on prend des indicateurs aussi de santé liés à la naissance, comme des petits poids ou les naissances prématurées, on remarque déjà ces écarts-là. Les inégalités aussi, elles existent à des plus petites échelles, à l'intérieur même des territoires. Ici, c'est à Québec. Pour ceux qui connaissent Québec, lorsqu'on passe de la Haute-Ville à Basse-Ville, ça fait à peu près 15 minutes. Il y a un écart d'espérance de vie de plus de 9 ans entre les deux territoires. Et c'est la même chose à Montréal, entre deux territoires de CLSC, Saint-Laurent, Hochelaga. Il y a des écarts d'espérance de vie de plus de 11 ans. Et donc, il existe bien des inégalités sociales de santé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce sont les inégalités sociales de santé? Bien, on parle, ce sont des écarts d'état de santé lorsqu'on compare différents groupes sociaux entre eux, comme le territoire, ou la défavorisation matérielle, comme je viens de vous présenter, mais aussi si on comparait selon le sexe, l'origine ethnique, la présence de limitations fonctionnelles, l'orientation sexuelle. Mais ces écarts d'état de santé-là sont jugés injustes et évitables. Et ils suivent aussi un gradient social. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez probablement, de toute façon, on l'entend. Plus notre statut socio-économique s'améliore, plus notre probabilité d'être en bonne santé s'améliore aussi, augmente. Et à l'inverse, c'est aussi vrai, plus notre statut socio-économique se détériore, plus notre probabilité d'être malade, de souffrir d'incapacité ou de mourir prématurément augmente aussi. Donc, pourquoi il existe des inégalités sociales de santé? Pourquoi ces écarts d'état de santé existent-ils? Autrement dit, pourquoi on n'est pas du tout égaux face à la mort, les incapacités ou la mortalité prématurée, comme plusieurs d'entre nous sont portés à le croire? Alors, on sait en fait que si l'état de santé est lié à de multiples facteurs qui sont interreliés et qui agissent tout au long de notre trajectoire de vie, on sait que les écarts d'état de santé, comme je viens de vous montrer, ne sont pas dus à des facteurs héréditaires. Et aussi, les comportements et les mauvaises habitudes de vie expliquent une partie de ces écarts-là. On sait en fait que les écarts d'état de santé sont essentiellement liés aux conditions de vie matérielles et sociales dans lesquelles les gens vivent, le milieu familial, le logement, le quartier, le milieu scolaire, le milieu de travail, etc. Ça veut donc dire qu'il existe quelque chose dans nos conditions sociales
même dans une ville aussi favorisée que Québec, qui explique les écarts d'état de santé qu'on voit dans notre population. Et pour mieux comprendre, ben, en fait, on a interrogé des personnes qui sont les plus touchées par les inégalités sociales de santé, notamment les personnes utilisatrices de drogue. Ces personnes-là, ont en fait des réalités très différentes les unes des autres, mais elles ont quelque chose en commun et c'est ce que je vais vous parler. En fait, toutes ces personnes ont en commun l'exclusion sociale. Donc, c'est dit dans différents termes. Certains parlent d'indifférence, qu'on manque de considération à les regards et se sentent mis à l'écart, dévalorisés, dénigrés. Mais dans les groupes les plus touchés, ces personnes, en fait, parlent de négligence, ils vivent des abus et de la violence, que ce soit physique, sexuelle ou psychologique. Ils nous disent aussi que ça ne survient pas dans un milieu social particulier qu'on pourrait facilement identifier. Donc, ça survient dans tous les milieux sociaux. Souvent déjà dans leur propre famille, mais aussi dans le milieu scolaire, dans les milieux de travail, dans les commerces, en lien avec les interactions avec les policiers, etc. Et aussi dans le réseau de la santé. Et donc, ça survient, ça se vit en fait dans les interactions sociales du quotidien. Alors, pour vous illustrer ceci, ici, une personne en situation de pauvreté qui nous parle de sa famille. Donc, dans ma famille, les gens ont réussi dans la vie, puis je suis bien contente pour eux autres. Mais ça ne m'enlève pas. Je me sens comme inférieure. On me le fait sentir. Ah non, tu n'es pas allé en France? Quand est-ce que tu vas y aller? Ah, mais pourquoi tu ne t'achètes pas une maison? C'est dur de vieillir de même, tu sais. Je me sens inutile face à des commentaires comme ça, puis diminuée, amoindrie. Ici, une personne qui a une déficience intellectuelle légère qui nous parle de sa famille. Chez ma vraie-mère, ben, quand mon frère, lui, il y avait de la viande, il y avait des légumes. Mais moi, je mangeais des sandwichs à la moutarde, puis elle me battait. Et les chums de ma mère, ils me violaient, fait que ma mère, elle ne faisait rien. J'ai toujours resté en famille d'accueil, tu sais, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui. Mais ma mère et mon père, ils faisaient rien, eux autres. Il y avait de la viande, des légumes. Moi, je mangeais des biscuits ou des sandwichs à la moutarde. Ici, une personne qui nous parle des interactions avec les propriétaires de logements. Personnes en situation d'itinérance. On n'a pas beaucoup d'argent, 580 $. Tu donnes 380 $, 350 $ pour le loyer. Puis ils te crisent dehors une semaine après. Tu vas faire quoi? Là, tu deviens agressif, tu te ramasses en prison. Ici, une personne qui nous parle des interactions avec les intervenants qui sont à l'aide sociale. Si tu lèves le ton, bien là, il prend ton dossier, comme je l'ai entendu par bien des gens. Ton dossier, il va en dessous. Puis là, tu attends ton chèque 2 semaines plus tard. Tu sais, c'est de l'abus de pouvoir, ça. Ici, une personne en situation qui a un passé d'itinérance qui nous parle des interactions avec les policiers, ici en Basse-Ville à Québec. Quand tu es assis sur un banc de parc qui fait là, pourquoi le calice de banc? C'est pas une décoration, c'est bien fait pour s'asseoir. Tu vas voir les petits vieux qui passent leur calice de journée assis là. Pas de problème. Moi, là, j'en ai pogné, il passait les flics qui me pognaient. Il le repassait 15 minutes. Ouais, ça fait 15 minutes que tu es assise là. Qu'est-ce que tu fais là? Du flânage, un ticket. Des piles et des piles pour rien. Chez les roses. Oui. Juste te dire qu'il était étrange, j'ai vraiment le souci que tu puisses aussi nous guider dans les barrières. Fait que juste pour te dire qu'il ne te reste pas beaucoup de temps là, avec les délais qu'on a pris malheureusement. Ici, une personne qui nous parle en fait d'une interaction avec le médecin. Fait que le médecin, il commence, c'était l'enfer. Puis là, il m'a dit, hey, avec toutes les piqûres que tu as sur, mais tu sais, bête comme un chien, avec toutes les traces de piqûres que tu as sur le corps, tu n'es pas capable d'endurer ça. Hey, Calvaire, tu ne parles pas de même à ton patient. Là, je ne consomme plus, je ne me prostitue plus, je ne consomme plus. Mais ça fait 2 ans. Mais j'ai encore ça dans la tête, tu sais, j'ai des marques et tout ça. J'ai comme tout le temps cette idée qu'on va avoir des préjugés. On va me parler comme si j'étais une merde, comme si je n'avais pas droit aux soins. Parce que bon, je me piquais, j'avais un mauvais comportement. Ils ont des préjugés, puis ils te montrent que ça les écœure de te traiter. En fait, les personnes aussi qu'on a rencontrées, tous les groupes dont je vous ai parlé tantôt, tous ces groupes-là nous disent qu'ils ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire se loger convenablement, se nourrir adéquatement, se vêtir et pouvoir aussi se déplacer.
Tu sais, il y a des années dans ma vie, je faisais l'épicerie avec 30$ par mois. Pas pendant une semaine, pour un mois, j'ai vécu ça. Mais là, je mangeais des pâtes, du riz, des omelettes, des grilled cheese. Moi, je payais mon loyer. Moi, je suis une fille qui a loyer, téléphone, électricité. Puis s'il en reste pour l'épicerie, on fait l'épicerie. Tu n'es pas le président de la compagnie, tu fais le ménage. Tu fais la job que les autres ne veulent pas. Tu fais la job que tu vas éclairer dans 3 mois. Fait que veux pas, t'es précaire. Puis là, le jour où tu n'es plus employé, tu retournes sur l'aide sociale. Puis là, c'est comme si tu avais fait un vol de banque. Alors, ces personnes-là, en fait, voient très bien les effets de l'exclusion sociale et des conditions de vie sur leur santé. Ils nous disent que quand on vit dans ces réalités-là, on ne peut pas avoir une bonne santé physique. Mais ils nous parlent surtout des effets sur leur santé, leur état psychologique. Donc, l'angoisse et l'anxiété, lorsqu'on n'arrive pas avec les sous, l'insomnie qui s'installe, les sentiments de frustration et de colère lorsqu'on mène beaucoup de démarches qui semblent mener à rien, le sentiment de honte et de culpabilité lorsqu'on doit recourir à des services. Et ça s'installe tranquillement, la perte d'estime de soi, de confiance en soi, les humeurs dépressives et les pensées suicidaires. Ça, je vais passer ça ici. Parce que quand j'étais sur le marché du travail, j'avais une assurance que je n'ai plus aujourd'hui, j'avais une confiance que je n'ai plus aujourd'hui, puis j'avais une estime que je n'ai plus aujourd'hui. Alors, les personnes qu'on a rencontrées, elles se sentent jugées, traitées différemment des autres, inférieures, peu considérées, dénigrées, moins aimées des fois, souvent pour plusieurs dans leur propre famille, et pour plusieurs des groupes étiquetés, surveillés, elles finissent par se sentir ou se décrire comme des personnes anormales. Tu sais, c'est comme si on était un sous-citoyen. Parce qu'eux autres, ils ont l'argent, puis ils gagnent l'argent, puis nous autres, on n'est pas égal aux travailleurs, tu sais, on n'est presque rien. Tu te sens comme un ver de terre, tu n'es plus rien. Alors, ils sont semblables aux autres citoyens, mais ils ont le sentiment d'être traités différemment. Ils sont citoyens à part entière, mais ils ont le sentiment de ne pas l'être vraiment. Ils sont comme tout le monde, mais sans l'être vraiment. Ce sont des personnes qui vivent dans la société, mais sans être de la société. Alors, le pourquoi, bien, je vais passer rapidement, mais ce que les personnes nous ont dit, en fait, c'est qu'il existe des normes dans notre société, notamment la norme du travail, de la performance, la norme de la consommation, celle de l'hétérosexualité qui demeure encore, que pour toutes les personnes qui, pour raison ou pour une autre, ne peuvent pas suivre les normes, elles se sentent exclues, elles se sentent mises à la marge, mises de côté. De l'autre côté d'une frontière qui sépare les personnes qui sont valorisées dans notre société, des personnes qui sont stigmatisées, des citoyens normaux, des citoyens anormaux, comme le disait une des personnes là, dans le film qu'on a vu. Alors, en somme, les inégalités sociales de santé sont tout simplement le reflet des inégalités sociales. Et les inégalités sociales, il y en a partout dans les régions au Québec, même dans les régions les plus favorisées comme la région de la Capitale-Nationale. Et les inégalités, c'est pas social, c'est pas banal, parce que ça rend malade et tue. Et ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est la Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS qui s'est penchée pendant plusieurs années sur, je vous vulgarise ça, mais qu'est-ce qui explique l'excès de mortalité et de morbidité dans le monde? Et leur conclusion, c'est que ce n'est pas un virus, une maladie, un virus, une bactérie ou un parasite. Ce sont les inégalités sociales. Donc, si on n'a pas toutes les explications encore, on sait que le social pénètre sous la peau d'une façon ou d'une autre. Et en fait, la santé est largement un produit social, même si on a souvent tendance à l'oublier dans le réseau de la santé. Et en fait, un des paradoxes, on a parlé d'un paradoxe plus tôt, mais un des paradoxes de notre réseau de la santé, il y en a plusieurs, mais un d'entre eux, c'est que les groupes les plus touchés par les inégalités sociales de santé, dont les personnes utilisatrices de drogue par injection, sont aussi les moins bien desservis par le système de santé et ses professionnels. Alors voilà, j'ai fait un petit tour très rapide sur les inégalités sociales de santé et donc, ça nous amène aux obstacles. Et je vais donc aller un peu plus loin dans la présentation pour trouver la partie des obstacles. Oui, puis ça amenait bien justement ces inégalités sociales-là, justement l'enjeu d'équité en santé. Comme tu dis, les gens qui ont le plus de besoins sont les moins bien desservis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces obstacles-là? Je te recède la parole, puis on t'entend bien. C'est parfait, merci beaucoup.
C'est bon. Ben, je m'excuse, hein, c'est un petit peu bousculé tout ça, là. Mais on va tenter on tient compte du laps de temps qui nous reste. Alors, dans le fond, on se demande, on pense souvent, on entend souvent dire que les personnes utilisatrices de drogue et marginalisées consultent peu le réseau. J'aurais voulu vous entendre sur votre avis sur pourquoi elles consultent peu le réseau de la santé et des services sociaux. Mais en fait, on se rend compte, lorsqu'on parle aux personnes utilisatrices de drogue par injection et les groupes dont j'ai parlé plus largement qui font face à différents obstacles. On a beau dire que le système de santé est universel et accessible, mais lorsqu'on est dans les réalités de ces personnes-là, on se rend compte qu'ils font face à différents obstacles du réseau et qu'on peut classer selon une proposition ici, là, donc géographique, économique, organisationnel, relationnel et socioculturel. Les obstacles géographiques, écoutez, c'est lorsque les services sont trop éloignés du lieu où on est, mais c'est pas nécessairement parce qu'on vit en région éloignée. Il y a une des personnes dans le film qui disait, ben moi, c'est trop loin, moi, je vis dans le Vieux-Hall, puis c'est trop loin pour moi. Et ça, c'est un obstacle qui peut être de type géographique. Les obstacles économiques, on a tendance à l'oublier parce qu'on pense que notre réseau universel est gratuit, mais en fait, il y a différents obstacles économiques. Directs, il y a des services qui ne sont pas couverts. D'ailleurs, Nicolas, dans notre film, nous rappelait, disait que lorsqu'il veut se payer une thérapie, ben c'est pas tout le monde parce que ça coûte de l'argent. Donc, effectivement, on oublie qu'il y a beaucoup de services qui ne sont pas couverts. Il y a aussi les obstacles économiques indirects qui sont vraiment très présents lorsqu'on questionne ces personnes-là ou on prend le temps de les écouter. Il faut quand même se déplacer, pouvoir se déplacer d'un lieu à l'autre. Alors, lorsqu'on n'a pas de passe d'autobus, on n'a pas d'argent, le transport devient vraiment un enjeu. Il y a aussi des conditions où des familles, notamment monoparentales, qui ont beaucoup d'enfants et ne sont pas capables de les faire garder parce qu'ils n'ont pas de réseau. Ça devient aussi un obstacle à consulter. Il y en a qui ne peuvent pas se permettre tout simplement de manquer une journée de travail. Et donc, c'est un obstacle aussi là qu'on appelle économique indirect. Les obstacles organisationnels, écoutez, vous en connaissez. Les personnes dans le film nous en ont parlé. Il y avait quelqu'un qui disait c'est des semaines d'attente pour avoir accès. Il y a quelqu'un d'autre qui disait ben, c'est fermé la fin de semaine. Ma pharmacie est fermée la fin de semaine. Ben ça, c'est des exemples d'obstacles organisationnels. Et il y en a plusieurs. Je ne vais pas tous les nommer, mais c'est tout ce qui fait référence, par exemple, au manque d'informations qu'on donne sur les services qui sont disponibles. L'inaccessibilité aussi physique pour des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Et là, un domaine que vous connaissez, toute la difficulté de pouvoir prendre des rendez-vous. Pour les plus aisés, c'est compliqué de prendre un rendez-vous. Imaginez pour des gens qui vivent dans des situations difficiles et qui n'ont pas toujours non plus aussi le téléphone. Donc, difficulté de prendre rendez-vous, les horaires qui sont restreints à certaines heures de la journée, certains jours de la semaine, le manque d'accès de coordination et de référence, etc. Les obstacles relationnels, écoutez, c'est ce qui ressort beaucoup, en fait, lorsqu'on les interroge. Ça a été discuté dans la première heure. On l'a entendu aussi, Nicolas, Sébastien et Alexis en parler, du fait des approches punitives, du fait que finalement, tant qu'ils ne sont pas morts, on les considère comme des plaies. C'est de ça dont ils nous parlent. Et ça, c'est des obstacles relationnels. C'est ce qui fait que les personnes utilisatrices de drogue par injection, comme vous le savez, ne vont pas aller consulter. Ils vont y aller à la dernière minute s'ils sont vraiment, vraiment obligés, parce qu'il suffit de quelques expériences négatives pour faire en sorte qu'on évite d'y aller. On n'a pas envie d'être traité avec manque de respect, d'être traité différemment des autres ou même de se voir refuser des traitements. Finalement, les obstacles socioculturels, ça, c'est plus propre à la personne. C'est des personnes, parfois, ne reconnaissent pas ou il y a un délai de reconnaître qu'elles ont besoin d'un recours au réseau de la santé où on pense que l'efficacité d'un service peut être limitée. Donc, les obstacles, en fait, ils sont multiples. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les obstacles? Écoutez, maintenant qu'on sait les obstacles, il faut se lancer, il faut innover.
Donc, c'est en reprenant les différents obstacles un à un, mais surtout en donnant la parole aux personnes utilisatrices de drogue par injection dans votre secteur, dans votre territoire, qui vont mettre à jour les obstacles qui se vivent dans votre secteur, que vous allez pouvoir y agir. Donc, je ne passerai pas à travers, mais il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut jouer là, pour réduire les obstacles. Géographique, écoutez, il faut penser peut-être à mettre des points de service dans la communauté ou avoir des services qui sont mobiles dans la communauté, là où les gens sont. Les obstacles économiques, c'est plus difficile, mais on a certaines cliniques innovantes qui offrent des services gratuits, par exemple au niveau des dentistes, des physios et des ergos, etc. Les obstacles organisationnels, écoutez, il y a plusieurs cliniques là, innovantes là, qui tentent de mettre des heures plus flexibles, avec des 100 rendez-vous, qui n'exigent pas la RAMQ, etc. Les obstacles relationnels, donc on en a parlé dans la première heure. Écoutez, c'est excessivement important. Les inégalités sociales de santé, le cœur de ça, c'est l'exclusion sociale. Donc, si on veut agir pour réduire ça, il faut agir de manière à inclure les gens et à ne pas les exclure. Et ça passe par le travail au niveau de l'accueil. Marie-Ève en a parlé beaucoup. C'est excessivement important. On peut rendre l'accueil plus chaleureux. On peut avoir recours à des pairs aidants. L'importance de l'écoute. L'écoute, pas juste pour écouter, mais une vraie écoute, lorsqu'on écoute vraiment les gens, c'est parce que là, on est capable d'adapter nos recommandations qu'on avait initialement dans la tête, voire les modifier à partir de ce que la personne nous dit. Les obstacles socioculturels, c'est plus lié aux informations là, qui doivent être rendues disponibles. Et ce n'est pas juste de les mettre sur un site Internet, c'est comment on les rend disponibles aux personnes qui consultent peu dans le réseau. Il faut souvent passer par les groupes communautaires. Marie-Ève, il me reste combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Alors, qu'est-ce que cela exige de vous et de votre organisation? Bien, écoutez, ça exige une volonté ferme de rejoindre des personnes actuellement non rejointes. Et ça ne peut que passer par là, parce que tout le réseau va faire en sorte que ça va être compliqué dans le fond. Donc, ça prend des gestionnaires, ça prend des professionnels qui sont profondément convaincus qu'on doit rejoindre ces personnes-là en priorité. En priorité, en fait, je le dis, mais je vais revenir tantôt parce que c'est le principe de l'équité. Parce que ce sont les personnes qui ont les plus grands besoins, en fait, qui devraient être desservies là, de manière prioritaire. C'est un peu ça le principe d'équité. Donc, ça prend des gens convaincus et pour changer, pour faire bouger le système. C'est sûr que ça peut partir du haut, mais on pense aussi que ça doit partir du bas. Volonté ferme pour rejoindre les personnes, bien parce que c'est leur droit d'être desservis. Le système de santé est là pour répondre à leurs besoins. Les gens n'ont pas à s'adapter au système de santé. C'est le système de santé qui, normalement, doit s'adapter pour répondre aux besoins des gens. Mais souvent, on pense à l'inverse. Marie-Ève le disait tantôt, il y a des cliniques, bien nous, ici, on fonctionne comme ça et comme ça. Oui, il faut se donner des règles, mais il ne faut pas oublier que le réseau est là pour répondre aux besoins des gens et pas l'inverse. On a aussi une responsabilité organisationnelle d'agir pour réduire les inégalités sociales de santé. L'objectif du réseau, c'est d'améliorer la santé des gens, mais aussi de réduire les inégalités sociales de santé. Et on est même lié, si on allait plus loin, avec un pacte là, au niveau international, au niveau économique et social, dans lequel on est lié et qui dit que normalement qu'on devrait prioriser les personnes en situation de vulnérabilité. On doit aussi mettre de l'avant l'inclusion sociale, la participation citoyenne et l'empowerment. On a vu là, que la construction des inégalités sociales de santé, c'est le cœur de ça, c'est l'exclusion sociale. Bien, c'est à nous là, de se positionner autrement et d'inclure les personnes dans les décisions parce qu'ils ont le droit aussi d'être consultés sur la façon dont les services de santé vont être organisés pour répondre le mieux à leurs besoins. Le principe d'équité, Marie-Ève en a parlé, je ne vais pas m'étendre, mais ici peut-être une image pour reprendre ce que Marie-Ève disait.
l'égalité, tout le monde comprend ça, puis c'est pas mal ce qu'il y a dans le réseau. On essaie, en tout cas, de traiter tout le monde égal. Mais lorsqu'on s'attaque aux inégalités sociales de santé, lorsqu'on veut rendre accessibles les soins aux personnes utilisatrices de drogues par injection qui vivent de l'exclusion sociale partout, dans tous les milieux sociaux, incluant dans le réseau, là, ce n'est pas le principe d'égalité qu'il faut mettre de l'avant, c'est le principe d'équité. Et l'équité, c'est d'accepter. Ça ne va pas de soi, là. C'est pour ça que je dis que ça prend des gens et des gestionnaires convaincus et des professionnels convaincus. C'est d'accepter d'en faire plus ou différemment en fonction du désavantage social des personnes. Et ça ne va vraiment pas de soi. Mais ça prend ça pour arriver à une équité de résultats, comme disait Marie-Ève. Et c'est à ça, dans le fond, qu'on est convié. Inclure les personnes concernées, ça, écoutez, on ne peut plus faire pour les personnes sans inclure les personnes. Ça ne fait pas plus de sens, là. On ne peut pas penser des services pour des personnes sans les inclure. C'est elles qui vivent leur réalité. C'est elles qui vont nous dire comment les adapter au mieux pour répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est, à mon avis, là, ce n'est plus possible d'exclure les personnes les plus concernées. C'est prendre volonté aussi d'amener son organisation au-delà du champ habituel d'action, oui. Donc, ça prend une volonté là, de dépasser, parce qu'actuellement, si on parle de ça, c'est parce qu'il y a des barrières. Et donc, il faut pouvoir avoir la volonté d'amener son organisation à briser les barrières et peut-être d'aller au-delà de son champ habituel d'action. Et là, c'est le temps d'innover. Il faut avoir la volonté puis la capacité d'innover. Et souvent, l'innovation, ça se fait lorsqu'on se met avec plusieurs acteurs autour de la table. Le réseau de la santé, ça passe souvent avec le milieu communautaire et aussi, notamment, avec les personnes qui sont concernées. Parce que c'est en réfléchissant avec des nouveaux acteurs ensemble qu'on trouve des nouvelles solutions. Et donc, ça prend nécessairement des espaces d'échange et d'innovation. Marie-Ève, il me reste combien de temps? 4 minutes. 4 minutes? OK. Ça semble être compliqué tout ça, mais écoutez, il y a des cliniques qui ont relevé le défi, qui ont réussi parce que, évidemment, quand on retrace l'histoire de ces cliniques-là, il y a des gens à la base qui étaient vraiment convaincus. Donc, il y a la clinique Spot à Québec qui a pris, en fait, qui a voulu répondre aux besoins des personnes marginales à Québec et qui a décidé de devenir un organisme à but non lucratif. Mais je vous donne 2 autres exemples ici. L'équipe de soins de proximité de Trois-Rivières est en lien avec le C3S, le CIUS là, du Centre du Québec et la clinique santé urbaine Centre-Sud de l'île de Montréal qui est à la Maison du Père, qui est aussi en lien avec le réseau. Donc, l'équipe de soins de proximité de Trois-Rivières et l'équipe qui est à la Maison du Père, ce sont des équipes qui sont en lien avec les réseaux, mais en collaboration étroite avec le milieu communautaire et qui ont réussi, en fait, à relever le défi. Donc, je n'aurai pas le temps de d'aller en détail dans les 3, dans tous ces exemples-là. Mais tout simplement, peut-être vous dire que la clinique Spot, en fait, elle organise des cliniques, des demi-journées dans différents groupes communautaires dans la semaine pour aller là où les gens sont. Et elle a des pères aidants pour justement travailler sur réduire les obstacles relationnels. L'équipe de soins de proximité de Trois-Rivières, eux, en fait, ils sont en lien avec, c'est le CIUS, Mauricie, Centre du Québec, qui est en collaboration avec 2 organismes communautaires du milieu. Donc, les locaux sont prêtés par les organismes communautaires et les personnes sont accompagnées par des intervenants du milieu communautaire, mais il y a une équipe là, qui vient du CIUS, Mauricie, Centre du Québec. Et donc, cette équipe-là arrive à rejoindre des personnes qui normalement ne sont pas rejointes. Et de même pour l'équipe qui est à la Maison du Père. Alors, la clinique se passe dans la Maison du Père. Il y a une infirmière de la Maison du Père, mais il y a aussi une infirmière du CIUS qui travaille en collaboration et pour pouvoir donc rejoindre ces personnes-là. Et donc je vais finir là-dessus. Les éléments communs qu'ont ces 3 initiatives-là, c'est qu'en fait, malgré qu'elles ont vraiment une histoire très différente, elles arrivent à offrir des soins de santé
et aux personnes désaffiliées. C'est donc dire que c'est possible. Les 3 initiatives sont marquées par une collaboration très étroite entre le réseau de la santé, des services sociaux et le milieu communautaire. Ça semble être un incontournable pour rejoindre les personnes marginalisées comme les personnes utilisatrices de drogues par injection. Les 3 initiatives n'ont pas répondu à une commande précise. En fait, ça vient d'une volonté, en fait, de personnes très convaincues qui voulaient rejoindre ces personnes-là. Les 3 ont comme cible les personnes désaffiliées vraiment non rejointes par le réseau. On voit que les 3 aussi ont voulu amener leur organisation en dehors de leur champ habituel d'action. Ça, c'est clair parce que lorsqu'on se penche sur la mission des 3, ça va au-delà de ce qui est attendu. Ils ont tous les 3 une approche globale de la santé. Ça repose sur une collaboration interprofessionnelle et il y a une infirmière clinicienne dans les 3 cas qui joue un rôle élargi. Et enfin, les 3 initiatives ont vraiment cherché à réduire les différents obstacles. Alors voilà, la proximité est nécessaire. Il n'y a pas de solution simple, mais il y a plusieurs solutions possibles parce que les 3 initiatives nous montrent qu'ils ont adopté des solutions différentes, même s'il y a vraiment des éléments communs. Et travailler sur les obstacles, ça demeure un élément incontournable. Alors, Marie-Ève, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Shelley Rose. Encore une fois, on s'excuse pour les problèmes techniques. On a condensé ça. Et puis, j'en profite pour vous dire qu'effectivement, c'est un peu ce qu'on vous propose aussi comme équipe. En fait, ce qu'on essaie de voir avec vous, c'est toute cette démarche-là qu'on peut faire en continu pour voir comment est-ce qu'on peut mieux rejoindre les personnes qui sont les plus en situation de précarité et comment on peut regarder justement pour diminuer le plus possible les barrières. Je vous rappelle aussi que c'est un de nos projets pour lesquels, si vous avez besoin de soutien, on a reçu un financement qui va nous permettre de vous soutenir dans l'identification de ces barrières-là, donc de savoir un peu, comme Shelley Rose disait, quelles sont-elles? Et une fois que vous aurez identifié les barrières, si vous avez besoin de soutien pour en abaisser, en démolir quelques-unes, ça fait partie du projet de barrières et de l'offre de services qu'on peut faire avec vous. Je vous rappelle aussi, Shelley Rose a beaucoup parlé de l'importance du rôle infirmier, de la prestation de soins holistique autour de la personne. C'est l'objet de notre prochaine rencontre où on va regarder le panier minimal de services qui est vraiment beaucoup sur les épaules de nos infirmières souvent. Donc, la diapo que vous voyez ici, c'est un rappel qu'on vous a déjà mentionné pour le projet de soutien à l'identification des barrières d'accès et de rétention pour lequel on peut vous soutenir. Mais si vous n'avez pas besoin de nous, c'est aussi bien parfait. On peut, si vous avez besoin juste d'outils ou de regarder certaines choses, ça va nous faire un très, très grand plaisir. Et donc, Annie, je te passerai le mot pour le mot de la fin et nos prochaines rencontres. Merci tout le monde de votre patience. Oui, merci Marie-Ève. Peut-être quelques petits éléments là, pour terminer. Pour votre information, pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas encore au courant, le CREMIS a rendu disponible dernièrement plusieurs outils fort intéressants en itinérance dans le cadre du guide des bonnes pratiques. Il y a entre autres des fiches, mais aussi plusieurs cours vidéo là, sur des thématiques d'intervention qui sont vraiment intéressants avec plusieurs d'entre vous notamment. Là, donc, je vous invite à aller consulter leur page web où vous allez trouver toute l'information. Et il y a d'autres choses qui sont à venir au cours des prochaines semaines, prochains mois. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, pour le club de lecture, il y a notamment là, ce que Shelley Rose vous présentait, les 3 cliniques dont elle vous parlait. Il y a un rapport où, si vous êtes intéressé à en savoir plus, là, il y a une étude descriptive et comparative de ces 3 initiatives. Et on vous présente aussi description d'une équipe de soins en hépatite C canadienne qui est justement là, adaptée
santé, à offrir des soins de première ligne, justement où ils ont travaillé à réduire les barrières d'accès et de rétention pour les personnes. C'est vraiment très intéressant comme article qui est quand même assez récent. Donc, vous pourriez aller voir ça. Dans nos activités à venir, la prochaine discussion clinique en approvisionnement plus sécuritaire, on a une invitée spéciale, le docteur Calzada, qui est médecin adjoint au service d'addictologie de Genève, responsable du programme de prescription d'héroïne médicale. Donc, on vous invite à venir, mais à inviter aussi vos cliniciens des équipes de TAO. Donc, ça va avoir lieu le 31 mai sur l'heure du midi, comme d'habitude. Et il va y avoir aussi sous peu le colloque Convergence Recherche Intervention. Donc, vous avez le lien là, pour aller voir toutes les activités qui vont avoir lieu pendant cette semaine-là. Ensuite, donc, Marie-Ève vous en a déjà parlé, la prochaine rencontre, le 14 juin, sur le panier minimal de services, où on aura des invités encore pour nous accompagner dans la rencontre. Moi, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, mais sinon, ça fait le tour. Il reste quelques minutes, donc si vous avez des questions, même pour Chez les Roses, que vous n'avez pas pu poser, c'est le temps. Merci pour vos bons commentaires. Encore une fois, désolée là, pour les imbroglios. On va rendre disponible la vidéo avec montage sur le site Internet sous peu, si jamais vous voulez le réécouter, ainsi que le PDF. Donc, est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on se dise au revoir? On vous a mis aussi dans le chat pour nous suivre. Pour ceux qui ne s'est pas fait, vous avez une infolette qui va vraiment vous tenir au courant régulièrement de nos activités et notre site YouTube où vous voyez justement toutes les vidéos et toutes les choses en différé. Donc, si ça fait le tour, merci encore tout le monde et puis au plaisir de vous voir le 14 juin en après-midi. Merci à Rachel aussi du Crémis de ta participation et de ce que tu nous as mis dans le chat. Bonne journée, au revoir.